Quand tu es entrepreneur, le truc le plus compliqué, c'est la discipline. Ça se travaille, c'est un processus, c'est un mindset qu'il faut avoir. Et je fais beaucoup de sport. Le sport, c'est ma première force. Je ne suis pas dans l'entrepreneuriat pour rester dans l'entrepreneuriat toute ma vie. Je ne me crée pas un second emploi. Ça, pour moi, c'est la pire, c'est l'erreur, en fait, qu'un entrepreneur puisse faire, se créer un deuxième emploi. Parce que ça, c'est stressant. Ma retraite, je la prends à 40 ans. Tous ceux qui me connaissent savent que ma retraite... Ça veut dire quoi prendre sa retraite à 40 ans? Ça veut dire oui, ne plus travailler. Laisse tomber. Je lui ai dit, laisse tomber, tu ne peux pas t'en sortir. Dans le salon de coiffure, si c'est peut-être autre chose, je peux dire ok, mais bon, je suis dedans, je sais de quoi il s'agit. Te lancer dans le salon de coiffure, c'est clair que tu vas finir à l'hôpital. Parce que quand quelqu'un me dit, je ne sais même pas, j'ai envie de me lancer dans quelque chose, mais je ne sais même pas dans quoi. Laisse. La famille, c'est important. Je veux pouvoir me concentrer sur ma famille. Est-ce que tu as une stratégie vraiment derrière pour pouvoir rapidement avoir même des propositions avant qu'elles soient déclinées? On parle de combien? Plus de 40 000 euros. En un mois? Oui. Ouais. C'est quoi ton secret pour réussir avec le Airbnb? Tu es entrepreneur. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire déjà un peu rapidement, on va aller en détail, mais est-ce que tu peux nous dire rapidement qu'est-ce que tu as vécu, qu'est-ce que tu as fait, par où tu as commencé et où est-ce que tu es aujourd'hui? Nous citer tes biens, quoi. Nous citer mes biens. J'ai commencé par l'e-commerce, dans le dropshipping. C'était quand? 2020. En 2020. Après, je continue dans le e-commerce pur en créant ma marque de produits cosmétiques. Je suis allée au Maroc. Je partais pour 2-3 mois, mais je suis restée plus de 3 mois parce qu'on avait bloqué les frontières. Donc du coup, c'est là où l'idée me vient de créer ma marque de produits cosmétiques avec des huiles à argan. C'est les huiles, par exemple, que vous voyez dans mon salon là. Tous les huiles cosmétiques essentielles, végétales et tout savon, tout ce qui concerne la cosmétique, qui concerne le corps, l'entretien du corps et des cheveux. Donc je crée ma marque de produits cosmétiques avec ma grande sœur. Et du coup, je reviens en Allemagne, tous les produits je trouve des fournisseurs sur place et tout. Je viens en Allemagne, je commence à faire les livraisons moi-même. Je crée mon site internet. Moi-même, vu que j'avais commencé à le faire, j'avais pris une formation déjà dans l'e-commerce. Donc, je crée mon site moi-même, je mets mes produits là. Je commence à faire moi-même les livraisons. C'était lent, ça sortait vraiment lentement. Donc, c'est pas ça que je commence. Après, je switch maintenant dans l'immobilier, dans Airbnb. Vu que je n'ai pas une bonne bonité, donc je ne peux pas prendre de crédit. Donc, je loue, parce que je n'ai aucun appartement que j'ai acheté qui a mon nom. Donc, tous c'est des appartements que j'ai loués et j'ai mis en Airbnb. Donc, je commence à louer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et tout. Et après, ça passe bien. J'avais un projet de restaurant plutôt, mais je switch plutôt dans le salon de coiffure. Parce que j'ai mon fils qui a 5 ans aujourd'hui, bientôt. Je le coiffais toujours dans la faux shop. Donc, chaque fois que je partais là-bas le coiffer, j'ai toujours énervé, que mince, c'est quoi ça? Je demande au monsieur qu'on peut prendre rendez-vous. Il dit non, que tu viens. Tu attends. Tu vois l'endroit où tu es, tu descends dans un sous-sol comme ça, là, tu attends. Je dis, mais pourquoi on ne peut pas avoir un bon salon ici, là? Donc, c'est quoi ça? Et mon petit frère me dit, si quelqu'un ouvre un bon salon ici à Dortmund, il aura l'argent. Voilà comment il fait. Je dis, ok, donc ça passe. Après, le temps passe encore. Maintenant, quand l'année qui suit commence, je mets ça dans mes projets. J'avais mis le restaurant et le salon de coiffure en même temps. Pour moi, c'est faisable et tout. Sauf que quand je fais mon business plan, je dis, mais les gens font comment pour se faire de l'argent dans le salon de coiffure là? Seulement avec la coiffure. Je dis, si tu coiffes même 50 personnes par mois, ça ne donne pas. Tu peux le loyer comment? Si tu payes ça comment? J'ai élargi un peu. Je dis, ok, il faut que je coiffe les femmes. Pareil, il faut que je vende les produits. Voilà comment j'ai commencé à élargir. À la base, c'était un salon de coiffure pour hommes. Point. Mais quand j'ai fait le business plan, j'ai vu, ça ne m'a pas donné. J'ai maintenant pensé à institut de beauté. J'ai ajouté des trucs, mes manicures, pédicures, ici, ça et tout et tout. Donc, voilà comment je me lance dans l'entrepreneuriat. OK. Ouais. Pour être bref. Prenons les produits cosmétiques. Comment on fait pour créer une marque, créer un produit, vendre, sans avoir soi-même fait de la chimie ou alors, je vais dire, une preuve apparente qu'on maîtrise ce qu'on fait? Parce que c'est ce qu'on reproche aux influenceuses, qu'elles me permettent de les appeler influenceuses en Afrique. Généralement, c'est que beaucoup font dans les
la vente de produits chimiques et elles sont souvent critiquées parce que on se dit, pour les personnes qui ne comprennent pas, on se dit que leurs produits, ça peut être des produits décapants, dangereux pour la santé et tout. Et ce qui appuie justement ces suppositions, c'est parce que elles n'ont pas de preuves apparentes, elles n'ont pas fait d'études, elles n'ont pas de formation certifiée qui leur permet de vendre ce genre de produits. Dans ton cas, comment est-ce que tu fais? Bon, moi, je n'ai pas créé un produit. Je n'ai pas inventé un nouveau produit. J'ai commencé avec des produits qui existaient déjà, mais de qualité différente, de qualité bio, parce qu'il y a beaucoup de qualités sur le marché. Et, sauf que quand je commence, c'est l'entrepreneuriat en fait. Il y a certains business, tu te lances. C'est quand tu es dedans que tu apprends certaines choses, que tu découvres certaines choses et tout. Donc quand je commence, je me rends compte que, ah tiens, en Allemagne, il faut que tous tes produits soient certifiés, parce que ça va sur la peau et tout. Je dis, mince. On me dit, je contacte une entreprise, ils me font le bilan. C'était 1 000 € par chaque catégorie de produits. Quand je calcule, ça fait 20 000 €. Je dis, mais 20 000 € pour me donner le certificat et tout. Donc, du coup, je trouve dans un fournisseur qui a ce certificat au Maroc. Parce qu'il y avait beaucoup de fournisseurs, mais beaucoup n'avaient pas aussi le certificat-là. Et qui est reconnu en Europe. Ce qui fait que de tous les fournisseurs que j'ai trouvés, j'ai donc travaillé avec ceux qui étaient légèrement un peu plus chers, mais qui avaient le certificat. Ce qui fait que c'est ça qui me couvrait en Allemagne. Donc voilà comment je réussis à faire entrer les produits ici. Et je les stocke dans mon sous-sol, dans ma cave. Et j'achète un tas de cartons chez un fournisseur ici en Allemagne. Et ouais, moi-même, je commence les livraisons. Mais ça ne nous dit toujours pas comment est-ce qu'on peut être sûr que ton produit respecte, ou alors est-ce que cet institut-là qui va te donner le certificat va venir prendre des échantillons de ton produit et aller vraiment dans un laboratoire vérifier en détail comment je peux être sûr, moi, que... Non, mais l'entreprise qui me donne, c'est l'entreprise qui a déjà les certificats. Ça veut dire le client qui achète, lui, il fait confiance au vendeur. Ce fait que moi, c'est pour me régulariser en Allemagne. Dans mon domaine mécanique, mon domaine professionnel mécanique, par exemple, lorsqu'on dit, par exemple, la norme, quand tu achètes un produit, généralement, tu vois CE, même si, voilà, donc, communauté européenne, c'est une norme. Donc, cette norme-là, justement, l'institut va venir prendre le produit, le produit, l'échantillon de base, et va réaliser des tests. Et à un certain niveau, bon, la norme, ça veut dire un degré de sécurité, en quelque sorte, qui en Allemagne, souvent, c'est multiplié par 5, multiplié par 10. On va avoir la preuve que, peut-être pour les normes DIN, que ce produit-là respecte la norme. Ça veut dire la sécurité. Si c'est pour ce verre, par exemple, on va laisser le verre tomber à une hauteur de 5 mètres, de 20 mètres, et être sûr que ça ne se casse pas. Voilà. Donc, est-ce que dans ton cas, on a vraiment pris ton produit comme échantillon et on a fait des tests, ou alors c'est juste qu'on t'a donné le certificat parce que tu as payé? Ah non, en fait, on n'a pas pris les produits parce que l'entreprise qui me donne le produit, c'est l'entreprise qui me fournit le produit. Ah ok, je comprends. Oui, en fait, quand je dis j'ai cherché dans un fournisseur... Les matières premières. Oui, justement. C'est eux qui m'ont tout fait là-bas, en fait. Donc, je n'ai pas acheté les produits ailleurs et aller ailleurs prendre un certificat. Non, donc, c'est l'entreprise qui fabrique ce verre qui me fournit, parce qu'ils ont déjà testé leurs produits, donc leurs produits sont déjà testés, reconnus. C'est eux qui me disent, voilà, on a testé, prends. Et du coup, je prends et je pars vendre. Je ne sais pas si tu vois un peu. Je comprends, je comprends. Donc, c'est justement ça qui s'est passé. OK. Donc, ça veut dire qu'on accuse souvent les entrepreneurs, les femmes entrepreneurs de l'Afrique pour rien, en quelque sorte. Peut-être, bon, je me dis peut-être, parce qu'on ne se dit pas que les fournisseurs, du moins la matière première, est déjà vérifiée. Bon, ça maintenant, je ne sais pas. Et après, maintenant, ça dépend des produits. Et ce sont des produits qu'elles ont fabriqués elles-mêmes. Parce que justement, j'avais été contactée par une connaissance qui me demandait justement comment j'ai fait. Parce qu'elle faisait des savons à la main et tout et tout. Je lui ai dit, bon, il faudrait que tu ailles dans tel endroit pour qu'on vérifie tes produits. Parce que c'est toi-même qui as fait ces produits. Moi, je n'ai pas fabriqué des produits, donc c'était un peu plus facile. OK. Ouais, les produits des campagnes, maintenant, c'est autre chose. Tu vois, ça veut dire qu'il faudrait qu'elles prouvent... Comment est-ce qu'elles ont fait? Est-ce que c'est de bonne qualité? Est-ce que c'est vérifié? Est-ce que... Ouais. Okay. Et du coup, aujourd'hui, tu n'exerces plus cette activité? Non, parce que ça n'a pas marché. Ici en Allemagne, j'ai livré un peu, mais ce n'est pas beaucoup sorti. Ce qui fait que j'ai tout renvoyé au Cameroun pour liquider, parce que là, ça allait bientôt s'expirer. Les produits, ça s'expire, malheureusement.
Donc, disons que c'était un échec. Ouais, ça a été, ouais. Et qu'est-ce que tu as, bon, avant que tu nous dises ce que tu as appris de cet échec, quelle était d'après toi l'erreur? Qu'est-ce qui n'a pas marché? L'erreur déjà, c'est de commencer avec beaucoup. Parce que tu vois, quand tu commences un projet, tu es tellement sûr de toi. Tu te dis, tu as l'impression que tu viens pour révolutionner le monde. Donc, du coup, je me suis dit, non, ça va marcher. J'étais ma soeur, on était tellement sûrs de nous, convaincus du projet. On a acheté tellement de produits, tellement. Donc, mon sous-sol était, en fait, c'était plein. Donc, normalement, on aurait dû commencer petit. Peut-être dire, OK, on achète un verre au lieu de prendre 5. Parce que dans les produits cosmétiques, il y a tellement de variétés. Du coup, on a pris l'huile d'argan, l'huile de jojoba, l'huile de cire. On a pris toutes les catégories parce qu'on ne voulait pas que le client vienne chercher un truc qu'il ne trouvait pas. Donc, c'était la première erreur, commencer avec beaucoup de produits. Et après, on s'est aussi retrouvé les cartons que j'ai achetés. C'était des cartons assez gros. Au niveau maintenant de la livraison, tu te rends compte que tu payes 5,99 € pour la livraison parce que tu n'as pas fait attention aux cartons. Tu n'as pas fait attention et que tu as acheté 500 cartons. Je te dis, mais juste pour dire, les cartons là sont dans mon sous-sol. Je ne sais pas, depuis je pense qu'on va mettre ça sur eBay en vente parce que ça me prend la place. Donc, tu achètes les cartons sans regarder l'emballage, sans regarder, OK, est-ce que ça ne me coûte pas, sans penser à l'expédition et tout. Donc, c'était déjà les plus grosses erreurs là-bas, la quantité de produits achetés et le carton. Et maintenant, comment faire les livraisons et tout. C'était parce qu'il fallait chaque fois tu sors, tu reviens, Ouais, un temps j'ai pensé mettre ça sur Amazon pour qu'ils me livrent. Justement, c'est la question que j'allais poser. Mais tu regardes les coûts. Amazon ne te livre pas ça gratuitement. Il faut payer. Tu regardes les coûts, tu te dis si ça vaut le coup. Après, je te dis, bon, toi-même, tu es dans l'entrepreneuriat pour faire toi-même. Pourquoi tu vas encore donner directement à quelqu'un? Commence d'abord. Donc, ouais, c'était... Donc, ça veut dire, l'erreur, c'est que tu n'as pas fait un business plan, en quelque sorte. Ou alors un bon business plan. Après, il n'y a pas de bon business plan. Tous les business plans sont bons. Parce que si ton business plan est mauvais, tu ne vas pas faire. Ça veut dire tu t'arranges. Quand tu dis, OK, tu auras 5 clients. Tu ne s'en donnes pas. Tu mets 6, non. Tu forces le résultat. Tu forces. Ton business plan doit marcher. Si ça ne marche pas, tu pars. Okay, ça veut dire qu'il n'y a pas de mauvais business plan. Tous les business plans sont bons. C'est pas faux. Ouais. Donc, disons que l'expérience, c'est le truc qu'on apprend. Tu vois, peut-être là, si peut-être quelqu'un m'écoute là et qu'il est en train de vouloir faire un truc pareil, il va faire attention au carton. Les trucs auxquels tu ne penses pas, tout simplement, tu vois. Donc, en gros, chacun doit faire son école. Oui, oui. On se sert des expériences des autres, des erreurs et tout. Si on écoute, si on cherche des informations et tout, et ça aide. Mais après, il y a toujours des erreurs que tu vas faire. Est-ce qu'il n'y avait personne vers qui tu pouvais aller pour peut-être apprendre de son expérience et éviter quand même ces erreurs basiques, je dirais? Malheureusement, non. De ce côté, dans le côté entrepreneurial, malheureusement, je n'ai pas eu la chance. Je n'ai pas de chance. Peut-être maintenant, ça change un peu parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent déjà. Mais j'étais presque seule. Il n'y a pas quelqu'un vraiment, tu vas appeler pour dire qu'est-ce que tu en penses ou bien... Il n'y a personne. Il n'y a pas de modèle. Il n'y a rien. Ouais, sauf peut-être sur le net, tu vas aller regarder les gens sur YouTube et tout. Mais sinon, dans la vraie vie, il n'y avait personne. Okay. Ouais, vers qui se retourner. Et tu n'as pas contacté les gens sur le net, peut-être même les... J'ai du mal à les appeler les influenceuses ou alors les entrepreneurs, les femmes entrepreneurs qui vendent ces produits-là aussi en Afrique. Parce qu'on en connaît, hein, on en connaît qui font vraiment des cartons, qui fabriquent leurs produits peut-être en Occident et revendent en Afrique. Oui, maintenant il faudrait savoir pourquoi est-ce que je les contacte pour leur demander c'est quoi mes questions. Vu que quand je commence, pour moi je maîtrise. C'est maintenant quand je me rends compte que, ok, voilà là où j'ai fauté et tout et tout. Je ne peux pas maintenant me retourner vers les gens parce que je connais déjà. Ok, je vois. J'ai déjà pris une petite maturité. Je sais déjà, ok, si je vais refaire, voilà ce que je dois faire. Et pourquoi ne pas refaire alors? Parce qu'on évolue, tu vois. Chaque jour qui passe, tu changes. Toi, tu aimes le changement? Parce que c'est important. L'être humain, on doit être en mouvement. On doit rester en mouvement, on doit rester actif. Pas trop quand même. Hein. Pas trop. Ce n'est pas toi qui décides d'évoluer. Tu vois, c'est ce que tu vis qui t'amène à faire un pas en avant. Tu vois, donc du coup, la personne que j'étais hier, c'est peut-être pas la personne que je suis aujourd'hui parce que j'ai échangé avec toi, j'ai échangé avec ton équipe. Il y a un petit truc que je gagne derrière, ce qui fait que maintenant je peux être en mode, je peux me lancer sur YouTube. Je ne sais pas si tu vois un peu. Ouais. Alors que peut-être il y a 2 semaines, je disais YouTube jamais, mais quand j'ai causé avec Douglas et tout, je vois, il m'a motivé, il m'a inspiré, maintenant je peux.
C'est ça. Quand tu es en mouvement, parce que là, je suis en mouvement, je suis venue causer avec toi, je change. Mais là, on parle de créer une nouvelle, c'est une nouvelle chose, c'est une nouvelle activité. Mais j'aurais peut-être, je me serais peut-être attendu à ce que tu me dises, les produits, ça n'a pas marché, voici ce que j'ai appris, c'était ça mes erreurs. Et aujourd'hui, grâce à ces erreurs-là et cette expérience, j'ai triplé mon chiffre d'affaires, par exemple. Pourquoi laisser tomber une fois de plus? Non, parce que on ne s'est pas obligé toujours de, quand on fait les erreurs, on essaye de changer, tu vois. C'est ça que tout à l'heure, je t'ai dit, on change. Ça veut dire, un projet que tu voulais, qui te tenait à cœur en 2025, en 2026, ça ne te dit plus rien. Ça ne t'intéresse plus, tu vois. Ce qui fait que ce projet m'intéressait à l'époque. Ça n'a pas marché. J'étais maintenant dans l'immobilier à fond. Ce qui fait que ce n'est plus en train de me... En fait, ça ne m'intéresse plus. Tu vois, forcément, il y a des petits projets que tu as lancés avant, mais qu'on te demande, Douglas, refais encore. Tu vas dire, avant, je vendais les parfums, maintenant, je vais encore aller vendre les parfums. Tu ne veux plus. Peut-être maintenant, je peux encore le faire. Je pourrais encore le faire maintenant que j'ai un institut de beauté où je peux les installer quelque part et tout. Mais à un moment, plus tu évolues, plus on est maintenant en mode, ça me fait gagner combien? Je vois. Et du coup, le projet qui était important pour toi en 2020, en 2025, 2020 peut-être tu gagnais même 1 000 € par mois. 2025 maintenant, tu es à loin. Tu dis, ah, c'est tout ça pour 1 000 €. Je ne veux plus. Du coup, ce n'est pas que tu abandonnes, mais c'est que ce n'est plus une priorité. Tu as d'autres choses maintenant que tu veux réaliser. Mais si tu es sûr, si tu as un projet, disons la vente de produits cosmétiques, tu es sûr que ça peut te rapporter 1 000 € et que 1 000 € c'est petit. Pourquoi ne pas tripler le nombre de produits et les efforts pour passer à 3 000 €? Seulement, entre-temps, tu as autre chose que tu veux faire. Ah, justement, donc ça veut dire le problème, en fait, pas le problème, mais c'est question de priorité. Justement, dans ton cas, c'est que quand tu as une activité, tu ne travailles pas sur, tu as du mal à travailler sur une seule chose, c'est ça? Non, c'est question de priorité. Parce que le Airbnb, j'ai commencé petit, mais j'ai travaillé, j'ai agrandi. Le salon, par exemple, peut-être tu pourras montrer les photos avant et après. J'ai commencé bas, maintenant j'ai agrandi. Ça dépend de la priorité. Il y a des trucs, tu ne peux pas mettre l'énergie sur toute activité. Même si on te dit, oui, ici tu vas gagner de l'argent, il y a beaucoup de projets que tu sais, ok, tu peux gagner de l'argent. Mais la question maintenant, est-ce que tu as encore l'énergie pour investir dedans? Est-ce que tu veux encore? Parce que moi, je fais les choses avec la passion. Si quelque chose ne me passionne pas, ça sera lourd à faire. Donc, ça ne me passionne plus forcément de vouloir chercher encore, recontacter mon fournisseur au Maroc, dire voilà, lancer. C'est d'abord le feeling, le ressentiment, le sentiment que je ressens pour la chose. Si je ne le sens pas, je ne vais pas faire. Ouais, c'est vrai, mais c'est important dans les affaires. C'est important dans les affaires de savoir lâcher prise. Quand ça ne marche pas, on passe à autre chose. Oui, moi j'aime souvent dire, je ne dois rien à l'entrepreneuriat. Je ne dois rien au business et tout. Ça ne marche pas. Tu essayes, tu fais ce que tu peux, mais après... Donc je vais te prendre par exemple l'exemple des jeunes femmes qui arrivent récemment en Allemagne ou alors qui veulent venir en Allemagne. Il y a une nouvelle tendance qui fait en sorte que les femmes privilégient le flégue, les soins de personnes âgées. Non, soins infirmiers, c'est encore une carrière, mais les soins des personnes âgées. J'ai eu cette discussion avec plusieurs personnes où c'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile vraiment de tenir ce genre de discussion. Donc, je pense quand même que ça justifie aussi le fait que nous de l'autre côté, bon, je dirais nous les hommes, quand on voit vraiment les petites sœurs qui arrivent, toutes sont en train de faire les soins des personnes âgées, soyons honnêtes, assez honnêtes pour dire que ça, c'est pas une carrière. Toi, tu tirais déjà sur le salariat en disant que tu ne vois même pas ce que tu vas faire avec le salariat, pourtant tu gagnes très bien ta vie. Imagine les autres femmes, et vraiment une bonne partie des jeunes femmes qui sont arrivées récemment en Allemagne, qui sont dans cette carrière-là, dans cette logique-là. Tu comprends bien que nous, les hommes, si on tombe sur une Stéphanie qui a un grand salon, tu vois un peu, qu'on se dise, ben non, attends, est-ce qu'il n'y a pas un homme derrière, est-ce qu'elle n'a pas abandonné les soins infirmiers et un homme à financer? Si tu vois un peu ce que je veux dire. Oui, je comprends parfaitement, mais c'est dommage et que malheureusement, je pense que nous, on est la communauté camerounaise, on est dans un suivisme. On fait beaucoup ce que les gens font. Et je crois que si on a réussi dans les études, c'est parce qu'on arrive, on a vu nos grands frères qui ont réussi.
Si on était arrivé, on avait vu qu'ils n'allaient pas réussir, on n'allait pas aussi peut-être réussir. On suit ce qu'ils font, on suit ce qu'on voit. Tu vois, subitement, on est dans une vague où les gens maintenant viennent seulement pour faire les soins des vieilles personnes et tout. Pourquoi? C'est la tendance actuellement. Disons que maintenant on donne beaucoup de visas aussi pour ces gens-là et tout. Mais après, c'est quoi l'objectif sur le long terme? Parce que ça peut être un moyen pour entrer en Europe, d'accord. Mais après, c'est quoi tes plans? Tu peux bien le faire sur 3 ans, 4 ans, le temps que ça prend. Après, tu as des projets. Parce que tu ne sais pas tous ces jeunes-là qui sont arrivés ici, qui avaient, c'était pas un plan de vie de s'occuper des vieilles personnes ou de devenir soit aide infirmière et tout. C'était pas un plan de vie. Parce que justement, il y a un certain suivisme, il y a des trucs, le fait qu'on ne voit pas des gens faire certaines choses. Nous, on fait ce qu'on voit. Et c'est justement ça un combat. Tu vois, le fait de commencer à le faire, c'est pour inspirer, motiver, montrer aux gens que, ok, si je fais, toi-même tu peux faire. Si toi tu fais, l'autre va faire. Ça fait qu'à un moment, on pourra se retrouver où on est tous en train de faire la même chose qui va dans un bon sens. Bon, peut-être mon bon sens, ce n'est pas le bon sens de quelqu'un d'autre, mais on est quand même unanime sur ce qui est plus ou moins bien, mieux que un, tu vois. Ça veut dire si aujourd'hui je commence, je réussis à inspirer, à motiver des gens, d'ici quelques années, on a aussi des personnes qui continuent, qui se disent que ok, voilà, c'est faisable, c'est réalisable. À un moment, on va se retrouver là comme les Turcs, qui sont là comme les Arabes, qui sont là en Europe, où ils dominent l'Allemagne, tu vois. Et ça c'est possible. D'accord. Ouais. Est-ce que tu prévois faire des formations dans ce sens pour peut-être être une incubatrice, par exemple? Ça veut dire tu récupères des femmes qui ont la motivation, non, qui ont la volonté, mais n'ont pas assez de motivation. Est-ce que tu prévois mettre une formation sur pied? Oui, une formation, peut-être c'est trop dit, mais en fait, je pense mettre des projets, des trucs sur plan en place pour que, justement, pouvoir mieux travailler ça. Tu vois, mieux inspirer. Parce qu'en fait, c'est pour ça, il y a plein de choses que je fais dans cette optique-là, de pouvoir être visible, pouvoir montrer, ok, ah, elle a fait, ça veut dire non, on peut. Donc, il y a plein de choses que je fais, pas forcément parce que je veux trop le faire, mais il y a un objectif derrière. Comme je dis, moi, mon combat, c'est la gente féminine camerounaise, d'abord. Ouais. C'est un très bon combat, c'est alloué. Mais en même temps, est-ce que tu aurais refusé le financement d'un homme? Parce que peut-être tu tiens vraiment à ce que ton salon t'appartienne à 100%, ton institut. Non, je n'aurais pas refusé. Vu que je dis, comme j'ai dit tout à l'heure, quand j'ai commencé ici, quand je venais ici, j'étais avec quelqu'un. J'étais supposée être avec quelqu'un. Oui, mais là, c'était une collaboration. Oui. Non, mais je parle vraiment j'ai un partenaire. Confirmer, oui, mais que ce que les gens disent soit vrai. Est-ce que tu aurais accepté? Pour moi, je ne vois pas de problème. Je ne suis pas en train de vouloir prouver quelque chose, tu vois. Je me dis, si je suis en relation avec toi et je vais faire un projet, c'est normal que tu me soutiennes. Et que si le projet a coûté 50 000 euros, par exemple, que tu m'aies même aidé avec 10 000 euros, que chérie, prends, je te soutiens. C'est normal. Pour moi, c'est même une obligation. Si je suis avec un homme, c'est une obligation pour mon partenaire de me soutenir dans ce que je fais. Pas forcément financièrement, mais me soutenir. Maintenant, s'il a les finances et que ce n'est que comme ça qu'il peut me soutenir, il me finance et je n'aurai pas de problème. C'est normal. Pour moi, ça fait partie de la relation, c'est une obligation. D'accord. Ouais. Ok. Je pense qu'on a assez parlé du côté un peu privé de ton business. Donc, je vais juste te poser une autre question, à savoir... Comment tu gères tout ça? Comment tu gères? Quel est ton secret? C'est quoi ta routine? C'est pas évident. Parce que là, tu es revenu sur des apparts, des Airbnb, dans les locations courte durée. Et tu as ton salon. Comment tu fais pour gérer? Quand tu es entrepreneur, le truc le plus compliqué, c'est la discipline. Parce que tu as ton temps t'appartient. Tu peux faire ce que tu veux. Le travailleur, lui, c'est qu'il doit se lever le matin, aller au travail. Il doit travailler, qu'il veut ou non, il doit travailler parce qu'il a des obligations, un compte à rendre à un employeur. Oh, moi, l'employeur, j'ai des comptes à rendre à personne. Il y a des matins, je me lève là et dis, aucune envie, je me couche là, je n'ai pas déposé le petit à la crèche. C'est bon, je me couche dans mon salon, Netflix jusqu'au soir, je suis libre. Donc, du coup, il faut être très discipliné. Parce que sinon, tu peux facilement te retrouver là que le temps est passé, tu n'as rien fait et que tu n'es pas en train d'atteindre tes objectifs. Ce qui fait que la discipline, ça ne se
C'est pas comme ça là. Quand on dit, ok, à partir de demain, je suis disciplinée. Ça se travaille, c'est un processus, c'est un mindset qu'il faut avoir. Et je fais beaucoup de sport. Le sport, c'est ma première force. Le sport que je fais tous les matins, pratiquement 4 à 5 fois par semaine, qui me permet déjà de pouvoir être mentalement forte, déjà. Et j'ai une routine assez simple. Le matin, je me lève, je médite, je visualise, je crois beaucoup à l'écriture, à la visualisation et tout, je crois beaucoup à ça. Je fais mon sport le matin avant d'aller déposer le petit. Après, je vais déposer le petit à la crèche. Et après, je suis au salon, soit je suis en train de gérer les Airbnb. Mais je gère mes trucs du matin, dès que j'ai laissé le petit à la crèche, jusqu'à 15h. À 15h, pause avec tout. Je le récupère et je suis avec lui. Pendant ce temps, maintenant, c'est son moment, c'est son temps. On mange, il a entraînement 4 fois la semaine. Et je vais à ces entraînements 4 fois la semaine. Ça peut arriver, naturellement, que je manque à 1 ou 2 fois, mais sinon, 4 fois la semaine, je suis à ces entraînements. Je le laisse à ses entraînements. On est là, ensemble. Je ne le laisse pas. Je suis là avec lui, présente. Après, on rentre, je le lave et tout. On mange. Je le couche 19h30, 20h. Et je reprends une deuxième partie de ma journée. Donc, dès que je le couche là, un autre shift commence. Je travaille de la maison. Je fais tout ce que j'ai à faire depuis l'ordinateur. Et je me couche vraiment entre minuit, 1h et tout. Et c'est ainsi. Après, j'ai des réunions entre-temps, parallèlement, dans les autres choses que je fais qui ne sont pas forcément des projets qui rapportent de l'argent. Mais... Et avec tout ça, comment tu comptes étendre ton activité au Cameroun? Parce que, si j'ai bien compris, le Airbnb, tu veux le faire au Cameroun. Le concept d'institut comme tu le fais ici, c'est-à-dire on mélange un peu, en fait, tout genre, homme comme femme. L'essentiel, c'est d'entrée et de sortie beau ou belle. C'est ça, si j'ai bien compris le concept. Comment tu veux mettre tout ça sur pied au Cameroun? Je ne compte pas ouvrir un institut pareil au Cameroun. Ça, c'est un projet que j'avais quand je pensais au salon de coiffure, mais je ne peux pas. Je n'ai pas la force mentale là de gérer ça au pays. C'est compliqué. Déjà qu'ici, c'est pas évident. Combien de fois, si tu n'es même pas sur place, je ne compte pas. Pour moi, le seul business que je puisse faire au pays, c'est vraiment l'immobilier. Airbnb, c'est possible. Je suis disponible. Je vais au pays déjà toutes les années. Je fais à peu près 2 mois sur place. Donc, j'ai le temps. Je peux aller au pays dès que c'est possible, dès que je me lance vraiment dans le projet de Airbnb au Cameroun. Tu vas au pays, tu fais tout ce que tu as à faire. Je n'ai pas un compte à rendre à qui que ce soit ici. Je mets tous mes trucs sur place et après je reviens continuer mes activités ici. Je comprends. Ouais, en fait, je ne suis pas dans l'optique de... Je ne suis pas dans l'entrepreneuriat pour rester dans l'entrepreneuriat toute ma vie. Je ne me crée pas un second emploi. Ça, pour moi, c'est l'erreur, en fait, qu'un entrepreneur puisse se créer un deuxième emploi. Parce que ça, c'est stressant. Tu peux pas être malade parce que c'est toi qui fais. Quand tu n'es pas là, il n'y a pas l'argent et tout. Donc, autant mieux, s'il fallait se créer un deuxième emploi, autant mieux je reste employée. Ou je peux souvent appeler pour dire je suis malade pendant 1 mois et je me couche, je dors. C'est vrai que c'est possible. Voilà. Ouais. Donc, en tant qu'entrepreneur, je me dis, ok, je commence, c'est pour avoir après une certaine liberté au moment où je lâche tout et ça fonctionne de façon automatique. Donc, ce qui fait que ce soit ici ou au pays, un moment, je vais lâcher. Ma retraite, je la prends à 40 ans. Tous ceux qui me connaissent savent que ma retraite... Ça veut dire quoi, prendre sa retraite à 40 ans? Ça veut dire ne plus travailler. Il faudrait qu'à 40 ans, que j'ai fini avec toutes mes activités, que tout marche de façon automatique et que je puisse me concentrer à ma famille, mes enfants et mon mari. Je comprends. Ouais. OK. Pour sortir sur le volet entrepreneurial, quel conseil est-ce que tu donnes aux femmes en général qui veulent entreprendre? Elles me contactent très souvent et j'entends mon mari, mes enfants, soit mon mari n'est pas d'accord, soit il me prend déjà assez de temps, mais du moins la famille, mon foyer me prend assez de temps, soit je n'ai pas assez confiance en moi, on ne croit pas beaucoup en moi. Donc il y a tellement de choses qui peuvent, ou du moins qui n'encouragent pas les femmes à se lancer. C'est très, 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 très compliqué. Quel est le conseil que tu peux donner aux femmes qui veulent investir? C'est une question très vague parce qu'elle est tellement subjective. Ça dépend vraiment de chaque personne. Chaque personne a son cas. Parce que là, il y a
2 mois, il y a une amie qui m'a appelé. Ah, je vais me lancer dans le salon de coiffure. Il y a un local qui s'est libéré là chez moi. Je vais me lancer. Comment je peux m'y prendre et tout et tout. Qu'est-ce que tu me recommandes? Elle n'a jamais travaillé et elle voulait commencer directement. Elle a un enfant, mais elle est célibataire. Je lui ai dit, ne te lance pas. Je ne décourage pas souvent les gens. Je ne décourage pas les gens. J'encourage les gens toujours à faire des choses. Mais il y a des moments où quand tu vois, tu dis que non, laisse tomber. Je lui ai dit, laisse tomber. Tu ne peux pas t'en sortir. Dans le salon de coiffure, si c'est peut-être autre chose, je peux dire, ok, mais où je suis dedans, je sais de quoi il s'agit. Te lancer dans le salon de coiffure, c'est clair que tu vas finir à l'hôpital. Elle dit, comment ça? Je dis, tu es mère célibataire, tu peux ouvrir un salon. Ça veut dire, c'est toi la coiffeuse. Tu ouvres de quelle heure à quelle heure? Au moment où tu vas récupérer ton fils, c'est là où les clients prennent aussi. Faya Aben, il ne travaille plus, il vient au salon. Toi, tu es en train de rentrer pour récupérer ton fils. Tu le récupères, tu viens à la maison avec lui, ou bien tu vas au salon avec lui. Tu gères comment? En fait, tu auras l'impression que ton enfant, tu l'as perdu. Parce que tu seras concentré sur le travail au lieu de rester sur l'enfant. Et si tu décides de prendre soin de l'enfant, ça veut dire le salon n'est pas en train de tourner. Elle dit, oui, je vais engager quelqu'un et tout. Je dis, tu vas engager quelqu'un, tu vas payer la personne avec quoi? Disons même que la personne travaille et tu payes. Toi, tu payes ta vie comment? Ta maison et tout. Donc, parfois, il faut être réaliste. Il ne faut pas seulement dire, oui, je veux. Et c'est le problème de beaucoup de gens. C'est qu'on est dans un mouvement où tout le monde veut. Où il y a beaucoup qui n'ont pas les capacités, les aptitudes à se lancer dans l'entrepreneuriat juste parce qu'ils veulent que, ah non, le monde du travail, là, c'est plus pour moi. Ça, c'est maintenant le langage de tout le monde. Je ne veux plus de tout. Mais la question, c'est qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Est-ce que c'est vraiment pour toi? C'est la question que très peu de personnes se posent. Est-ce que le business que je vais faire, comment ça se passe? Parce que généralement, dans le business, c'est quand tu es dedans que tu découvres les réalités. Waouh, c'est chaud. Moi, j'ai une partie manicure ici. Dans mon business plan, j'avais écrit là 5 personnes par jour, minimum. Parce que quand je passe sur les Chinois là partout, c'est toujours plein. Je me suis dit, ok, je suis modeste. Mettons 5 personnes par jour. À la fin du mois, le côté seulement manicure me rapportait plus de 1 000 €. Je n'ai même pas encore fait aujourd'hui 100 € depuis que je ouvert dans le côté de la manicure. Parce que je n'ai pas trouvé une personne qui va travailler. Ouais. Dans ma tête, c'était non, il y a beaucoup de Chinoises, là, je vais les contacter et tout. Quand tu commences à les approcher, elles ne veulent pas. C'est un truc que tu ne savais pas, tu vois. Tu disais que non, il y a beaucoup de personnes et tout. Tu te rends compte que, ok, elles ne veulent pas travailler avec toi pour X, Y raison, mais en fin de quoi, elles ne veulent pas. Donc, tu as un truc qui est vide, tu as un service qui n'est pas vraiment comblé, alors que tu comptais au moins sur 1 500 € de ce côté-là. Donc, pour dire, c'est quand je te lance que tu commences à découvrir réellement ce que c'est le business dans lequel je t'ai lancé. Donc, moi, je dirais aux gens, ne te lance pas juste parce que c'est une tendance, parce que c'est à la mode de vouloir faire. Il faut d'abord savoir qui tu es. J'ai un document là que j'ai envoyé à certaines personnes très proches de ton why, qui est pourquoi. D'abord, fais d'abord une étude personnelle sur toi. Qui je suis? Pourquoi je veux le faire? C'est quoi mes objectifs? Et en fait, il y a des questions que tu dois d'abord te poser. Parce que quand quelqu'un me dit, je ne sais même pas, j'ai envie de me lancer dans quelque chose, mais je ne sais même pas dans quoi. Laisse. Ça veut dire que tu n'es pas encore prêt. Ouais. Tu n'es pas encore prêt parce que ça veut dire que tu veux seulement faire parce que tout le monde le fait. Mais parce que tu ne peux pas être dans, j'ai envie de me lancer là. Tu peux me conseiller quel business? Non, c'est des questions qu'on entend souvent. Tu me conseilles quel business? Il y a beaucoup de business. Tu ne penses pas, en fait pour toi l'entrepreneuriat n'est pas une nécessité. Non. Pourtant on dit qu'il faut entreprendre pour sauver l'Afrique. Je veux dire, là tu as ton salon, tu as des Africains qui viennent se coiffer chez toi. Il y a un de tes clients qui faisait encore son témoignage avant-hier, où il disait il est fier qu'il se coiffe bien, il se fasse bien coiffer, en plus par une Africaine. Donc, on a l'argent qui reste dans la communauté. Donc, plus il y a d'entrepreneurs, mieux c'est pour la communauté africaine. Donc, moi, je pars du postulat que l'entrepreneuriat à un certain niveau, vu le niveau où nous sommes, vu la rapidité avec laquelle le monde évolue et que nous sommes derrière, finalement, je pense que tout Africain qui quitte son pays, le président devrait l'obliger à avoir une activité entrepreneuriale au bout. Ça, c'est mon avis. Mais pour toi, il faut regarder, il faut revenir encore vraiment sur le profil et tout. Mais il y a des gens qui veulent investir. Il y a des gens qui... Déjà, parce que si tu ne te lances pas, tu ne sauras jamais si c'est fait pour toi. Mais tu ne peux pas te lancer seulement. Tu ne peux pas sauter dans la mer sans avoir appris à nager.
Exactement. C'est ça, en fait, qu'on demande aux gens. Apprendre à nager, c'est justement de ça que je parle. Fais d'abord un travail sur toi. Parce que les gens veulent se lancer dans la mer, dire, OK, bon, je vais Beaux-Arts arriver en Europe. Ils ne savent pas nager. Tu te prépares et tout. Et en te préparant, tu peux découvrir que c'est pas pour moi. Il y a une petite anecdote. On faisait une réunion à l'époque où c'était moi la présidente. Après, j'ai décidé qu'on va roter un peu pour que chaque nouvelle session, chacun de nous est présidente et tout. Il y a une après qui a fait son retour, genre, elle ne peut pas, elle a senti que c'était pas, elle n'est pas apte à ce genre de choses-là. Tu vois, donc là, tu vois, ça a permis qu'elle se découvre, qu'elle sente que, OK, bon, là, je ne suis pas quelqu'un qui prend le devant, qui prend des initiatives. Tu sais, il y a des personnes qu'on suit facilement, tout simplement. Genre, si maintenant je dis, on fait comment, peut-être il va proposer ci, ça, ça. Mais il y a toujours une personne, c'est son point de vue qui compte. Pas qui compte, mais c'est comme ça, là. Comme on dit, le chef du groupe. Si Douglas dit que quand on va partir là-bas, c'est là-bas que tout le monde va dire que si Douglas est de ce côté-là, tout le monde va partir là-bas, tu vois. Donc, c'est d'abord un travail sur toi que tu fais avant de penser, OK, je vais faire dans quoi, où ça peut se développer seul. Pour moi, ce n'est pas la première question, ce n'est pas de se dire dans quoi je vais faire. Okay. Non. Savoir pourquoi tu veux le faire. Parce que si on demande à beaucoup de personnes là, pourquoi tu fais dans ta tête, ou bien c'est quoi tes plans sur le long terme. Beaucoup n'ont pas. C'est qu'ils avancent comme ça là. Ouais, on va voir. On va voir ce qu'ils disent, on va voir ce qu'elle a vu. Oui. Pourtant, tu dois savoir. Et c'est justement cette raison-là, justement, qui te motive à faire des choses. Parce que tu te dis, OK, oui, voilà, je fais ça parce que... Et ça te motive. Moi, je dis, à 40 ans, je vais arrêter de travailler. Parce que pour moi, la famille, c'est important. Je veux pouvoir me concentrer sur ma famille. Parce que quand je vois comment les gens vivent, du lundi à vendredi au boulot, on struggle pour aller pour accompagner les enfants, faire les activités, ou pour voyager, ou pour faire ci, pour faire ça. Quand je vois ça, pour moi, c'est triste. Tu vois, c'est pas une vie où j'en vis, tu vois. Donc, je me dis, OK, qu'est-ce que je dois faire de différent? Je veux pas la même vie. Je dois faire quoi de différent? Pour moi, il faut que je sois flexible. Il faut que j'ai tout le temps à pouvoir accorder à ma famille. Que si mon enfant, là souvent on m'appelle pour me dire, ah l'enfant est malade, viens le récupérer. Je vais le chercher sans taper mon corps. Sans autorisation. C'est une paix mentale. C'est pas rien. C'est quelque chose. Donc j'aimerais être libre comme ça demain, où j'ai 2-3 enfants là, où je peux avoir le temps à 100%. En gros, tu sais où tu vas. Oui, je m'occupe de mes enfants. Pas que je suis en train de... Après, on va dire que la vie est dure. La vie n'est pas dure. Tu as choisi le chemin difficile. Et le chemin difficile, c'est vraiment le chemin de tout le monde, malheureusement. Et après, on se plaint. C'est vrai. C'est vrai. En tout cas, j'ai mon conseil, je suis satisfait. Pour les femmes qui regardent cette vidéo, qui veulent entreprendre, avant de commencer à s'inventer des excuses, il faudrait déjà se poser la question. À savoir qu'est-ce que je veux, pourquoi je le fais, exactement. Pour qui je le fais aussi. Parce que souvent, on court et on ne le fait même pas pour soi. Exactement. On le fait parce que ça sonne bien. On le fait pour accéder aussi à, voilà, peut-être accéder au groupe de foot. Pouvoir jouer pouvoir jouer avec les grands frères qui ont un business au pays. Qui ont un business au pays, voilà. Donc, je pense que en fait, pas que je pense, ce que tu dis, c'est vrai, là, je suis d'accord sur ce point. Donc là, maintenant, on va parler d'autre chose. Parlons de ton Airbnb. Aujourd'hui, tu as plusieurs appartements que tu loues. On veut en savoir plus. Mais déjà, tu as dit quelque chose quand tu présentais cette activité, c'est que ta bonité était... négatif. Donc, ton score, en quelque sorte. Pour prendre du crédit. Voilà, ton score pour prendre un crédit. C'est souvent difficile de passer de l'allemand au français. Pourtant, c'est un mot. Si tu regardes bien un mot français, c'est un mot que tu utiliserais bien tous les jours. En principe. Dès le moment où tu as réfléchi en allemand, c'est difficile de revenir. On m'a souvent fait les repos sur ma chaîne au début parce que j'avais vraiment du mal. Tu mélangeais. Oui, quand je ne trouvais pas un mot, ça sortait rapidement en allemand et puis je continuais. Et puis on m'a dit non, en tant que bon bantou. Bref, ton score était négatif pour prendre un crédit. Pourquoi? Est-ce que généralement, quand le score est négatif, ça veut dire qu'on ne te fait pas confiance? On ne me fait pas confiance. Pourquoi est-ce que les banques, les institutions ne te faisaient pas confiance à ce moment? J'avais même pas encore commencé l'entrepreneuriat. Donc ça veut dire que tu devais de l'argent aux gens? En fait, j'avais pris un crédit dispo, un dispo crédit que une banque m'avait donné. Quand j'étais étudiante, j'étais en bachelor. Donc, après, j'ai fermé mon compte dans cette banque. J'ai ouvert dans une autre banque. Je n'y pensais même plus.
Donc, au moins 8 ans sont passés. Donc, c'est quand je décide d'ouvrir mon compte professionnel pour ma marque de produits cosmétiques. De toutes les banques qu'il y a dans l'Allemagne, c'est dans cette banque-là que je vais ouvrir mon compte. Parce que pour moi, je n'y pensais plus du tout. Ma carte n'est jamais arrivée. Je me lève un matin, on a bloqué mon compte principal dans la banque où j'étais. Ma Visa carte, tout est bloqué. Je fais des transactions, ça ne passe pas. Je dis, mais je vais à la banque, je demande que c'est comment, on me dit non, qu'on a bloqué tout. Que je dois appeler tel pour savoir ce qui s'est passé. C'est là que je me rends compte que, voilà, quand je suis venue pour mon compte là-bas, sûr que ça a alarmé toute la banque, qu'elle est revenue, elle est revenue. En fait, pour mieux comprendre, dans ton ancien compte, tu avais un dispo crédit. Un dispo crédit, c'est un crédit qui est mis à ta disposition pour éviter d'avoir des impayés, en fait. Oui. Voilà. Donc, ils t'ont prêté, c'était combien? C'était 900 €. 900 €. Oui. Tu as fui avec les 900 €. Oui, j'ai fui avec les 900 €. Mais comment on peut oublier de rembourser 900 € à quelqu'un 8 ans après? En fait, le dispo crédit, à un moment, tu ne sais même plus comment ça se passe, tu vois, parce que ça se mélange avec ton argent. C'est vrai. C'est pour ça que je ne conseille pas. Honnêtement, moi, mon avis personnel, que de prendre un dispo crédit, c'est mieux même de prendre un crédit de consommation ou alors une carte de crédit. Oui, là, tu as plus de visibilité. En fait, là, je n'avais vraiment plus. En fait, je savais vraiment pas si je leur devais combien. En fait, je n'avais pas d'idée. Et ça a tellement duré. Comme je dis, c'était en cycle bachelor. Et c'est au moment où je commence l'entrepreneuriat en 2020. Et ils ne m'ont jamais écrit rien, aucune nouvelle, rien. Donc voilà comment je me retrouve affichée avec une mauvaise bonité. Je ne peux pas prendre de crédit, rien. Et ça va durer 3 ans, d'après la loi allemande. Je dois attendre 3 ans pour que ça se fasse automatiquement. Et aujourd'hui, tu es propriétaire de plusieurs appartements. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Par rapport à la bonité. Oui, bon, qu'est-ce qui s'est passé entre comment tu résous le problème, comment tu passes de 1 à 2, 2 à 3, oui, justement, quand ça marche, ça te permet de... Donc, tu as attendu 3 ans? Oui. Les 3 ans sont passés il y a 2 mois. Attends, je ne comprends pas. Oui. Les 3 ans sont passés il y a 2 mois. Il y a 2 mois. Et c'est là où tu pouvais prendre un crédit? Oui, en fait, ce n'est que depuis avril que ils m'ont envoyé un message, ils ont actualisé. Mais entre-temps, tu avais déjà tes appartements? Oui, en fait, pour dire tout ce que j'ai fait jusqu'ici, je n'ai jamais pris de crédit. Oui, parce que je ne pouvais pas prendre de crédit. Ok, dis-nous honnêtement, tu prends l'argent. En fait, justement, comme je disais, avec les Airbnb, ça marchait. Et je suis arrivée vraiment à Dortmund. Je viens à Dortmund. J'ai commencé avec 1, 2, même chez moi. Comment tu as acquis le premier? Le premier, je loue. Je vais chercher la maison comme tout le monde. Non, pas chez moi même. En dehors de chez moi, je ne vais pas louer un appartement où je dis clairement, voilà, je vais louer l'appartement. Le bail ne te demande pas justement ton score? Non, il ne demande pas. Ouais. Heureusement. Pas. Non, le premier n'a pas demandé, mais le deuxième a demandé. Il y a des choses qu'on n'a pas dit à mon Joe Visio. On est Camerounais. Si tu veux le bac, un doctorat au Cameroun, on peut te sortir le doctorat au Cameroun. Donc, pour dire, on est des Camerounais. Donc, le premier n'a pas demandé, mais les autres ont demandé. Ce qui fait que tu leur montres, voilà, tu dis tu es entrepreneur. Il y a ce qu'on appelle le BVA, Betriebswirtschaftsauskunft, que tu peux présenter pour dire voilà et tout, pour qu'on te donne l'appartement. Et je prenais ça en tant que moi-même, pour habiter à l'intérieur. Donc, c'était pas genre de façon officielle, voilà, je vais faire Airbnb et tout. Donc, tout ce que j'ai pris comme appartement, c'était dans ce sens-là, où on va dire, tu es dans le jonglage et tout. Donc, ça marche super bien. Vraiment super bien. Parce que par appartement, tu peux te faire facilement 1 500 €. Donc, et c'est donc ça qui m'a motivé à multiplier. Parce que je te dis, ok, mais si tu as 2, si tu as 3, si tu as 4, tu fais que tu es bien. Tu peux facilement avoir 4 000, 5 000 € à la fin du mois en paix, tu vois. Donc, voilà comment... Et après, j'ai voulu faire aussi au Cameroun. J'ai commencé un peu au Cameroun. Mais sauf qu'au Cameroun, je n'étais pas dans le même système de louer et meubler seulement. J'ai voulu construire. Donc, je n'ai pas acheté un terrain. J'ai eu un terrain à ma disposition où voilà, tu peux utiliser ça pour faire ton Airbnb là-bas. Donc, ça fait que j'ai construit du début jusqu'à la fin. Maintenant, au niveau de l'aménagement, j'étais épuisée. Et surtout, tu es à distance. Tu imagines, on t'appelle tout le temps. Envoie l'argent pour les carreaux. Envoie l'argent pour ci. Oui, les finitions, c'est pas facile. Ça t'épuise. Je me suis dit, après, il faut encore meubler. Il faut acheter la télé, acheter ci. Tu veux quand même faire un certain niveau. J'ai dit d'abord, laisser d'abord. Là, c'est en location maintenant, normal.
Je n'ai jamais pu réellement faire Airbnb. Comment je peux m'imaginer cette maison au Cameroun? C'est un studio, c'est une chambre, un salon. Je crois que c'est ça, studio au Cameroun. Oui, un studio, une chambre, un salon. C'est bien placé à Bonamou Sadi, l'entrée de la route là. Vraiment bien placé. Un de ces jours, je vais recommencer. Je vais peut-être, en fait, c'est en location normale. À tout moment, je peux switcher. D'accord. Oui. Donc voilà comment je prends l'argent en fait dans le Airbnb en Allemagne. Donc tu passes vraiment de la rentabilité d'un objet à l'autre en fait. Donc tu utilises la rentabilité du premier objet pour acquérir le deuxième. Oui. Et ça allait vite, ça allait parce que dès que je trouve une maison directement, dès qu'on me dit ok le loyer commence le premier, dans la première semaine là, je dois meubler la maison. Donc, j'ai une semaine, et j'ai déjà mis l'annonce en ligne. Donc, quand je dis pendant que je suis en train de meubler là, j'ai mis l'annonce en ligne d'une autre maison pour permettre déjà aux voyageurs de réserver. Ce qui fait que pendant que je suis en train d'aménager, je sais déjà que à partir de la semaine prochaine, il y a déjà des réservations. Maintenant, le client, c'est clair, il va venir trouver, ce n'est pas la même chose qu'il avait sur les photos là. Ça, c'est déjà une stratégie. Ok, je vais expliquer. Oui, on a fait des rénovations et tout, on a tout changé et tout. Mais si c'est bien, il ne peut pas se fâcher parce que le fauteuil était gris, ici c'est vert, tu vois. Donc, tant que c'est bien, ça va. Donc, voilà comment je switch. Et après, maintenant, je commence à parler au bailleur. Et voilà, je vais faire Airbnb. Donc, je voulais maintenant quitter le pas légal. Parce que c'est le stress quand même. Quand c'est pas légal, c'est un peu stressant parce que tu dois jongler avec les clés. Il ne faut pas que les voisins découvrent. On est en Allemagne, les gens sont curieux. Donc, c'était un peu plus stressant. Donc, maintenant, je commence à demander clairement au bailleur. On dit, voilà, je veux l'appartement parce que je veux faire ci, je veux faire ça. Beaucoup refusaient. Donc, il y a eu 2 qui ont accepté. Et c'est justement à travers ces 2-là qui m'ont permis justement d'avoir d'autres. Parce qu'après, quand ils avaient d'autres appartements libres, ils m'appelaient, tu es intéressé? Mais ils augmentaient le loyer, naturellement. Oui, parce qu'ils savaient que c'était un business que je faisais dedans. Ouais. Donc voilà comment j'ai eu maintenant des appartements un peu. Maintenant, j'étais un peu plus tranquille maintenant parce que le bailleur savait et tout. Oui. Ok. Mais on sait que c'est difficile. On sait à quel point c'est difficile de trouver la maison dans des grandes villes, surtout des grandes villes. Dortmund, c'est une très grande ville. Est-ce que tu as une stratégie vraiment derrière pour pouvoir rapidement avoir même des propositions avant qu'elles soient déclinées? Bon, stratégie, vraiment, je ne peux pas dire oui, parce que j'ai aussi vraiment galéré pour trouver des appartements. Mais je dis, on est déjà noir. Tu vois, quand tu cherches la maison, tu es déjà noir. Tu as déjà beaucoup de points en moins. Parce qu'on s'est dit, ah, et tout. Est-ce qu'elle va payer? Oui. Donc, ce qui fait que je mise plutôt sur le physique, sur l'apparence et tout. Parce que je sais que les Allemands, bon, c'est mon avis, ils sont intéressés, ils aiment le matériel. Qu'est-ce que tu as, qui tu es, les preuves, ils aiment ça. Ce qui fait que je vais aux entretiens, disons, aux visites de maison, bien, et j'ai une grosse voiture. Et je m'arrange à ce que il voit ma voiture. Ah, mais ça, c'est une stratégie. Il va voir ma voiture. Vous dites que mais cela n'a pas fait. Donc, je viens garer, tout ça, c'est que il voit. Donc, ce moment, si ce n'est pas qu'il a vu quand il s'est arrivé, quand on doit partir, il doit voir la voiture. Donc, quand je peux, je m'arrange à ce qu'il voit la voiture. Là, ça fait quand même que, ok, c'est quelqu'un. Même si tu n'es personne, mais sauf que pour eux, il y a des trucs que si tu... Ah, ça veut dire que tu es quand même... Oui, tu as un certain niveau de vie. Oui, donc, peut-être c'est ça. Je ne sais pas, mais comme je dis, c'était ma stratégie à moi. Voilà, un bail te dit, ok, bon, tu peux avoir la maison aussi. Après, il t'appelle, parce que je dis, ils m'ont appelé après pour me proposer d'autres maisons. C'est moi qui disais que non, celle est trop chère ou bien mal positionnée et tout. Voilà comment après, j'étais plus en train de chercher forcément. J'ai recommencé à chercher intensément pendant la Coupe d'Europe, qui se joue l'année passée 2024 en Allemagne, où j'avais déjà un objectif, que la Coupe d'Europe, c'est ma coupe. Que dans tous les pays de l'Europe, c'est là, on vient jouer en Allemagne, là où je vis. Et en plus, dans le NRV, où il y aura beaucoup de matchs qui vont se jouer dans mon état. J'ai dit non, ça c'est ma coupe. Donc j'avais déjà dit la période ici là. Je dois avoir 5 000 euros par maison, tous les dons. Tu t'es fait beaucoup d'argent cette période? Oui. Oui. On parle de combien? On parle de plus de 40 000. 40 000 euros, oui, en un mois? Oui, en un mois. En fait, vraiment, durant la Coupe d'Europe. Oui. Oui. 40 000 euros. Oui, bien que j'avais en but 50 000 euros, mais... Oui, 40 000 euros, c'est pas mal, c'est déjà énorme. Ouais. Est-ce que tu as réfléchi à un temps à passer parce que là, je suppose tous les 6 appartements, tu les loues? Oui, mais je les loue. Est-ce que tu as réfléchi à acheter des appartements parce que de toutes les façons, tu rembourseras un crédit
et tu auras des dividendes, donc tu auras un cash flow positif que tu te fais. Et plus les années passent, plus tu fais un chemin vers l'appartement ou le studio t'appartient. Est-ce que tu as réfléchi à passer à... Mais sauf que comme j'ai dit, je n'avais pas une bonne bonité. Je n'allais pas le crédit qu'on va pour acheter l'appartement quand... Ah oui, c'est vrai en plus. Okay. Quand tu peux aller prendre le crédit. Parce que quand tu veux acheter l'appartement, tu es obligé de traiter avec la banque. Voilà, avec la banque. On va te demander déjà même pour prendre même le crédit de téléphone ou même de n'importe quoi, si tu te rends compte qu'on te demande ta bonité. En fait, donc ça me bloquait vraiment à tous les niveaux. Donc pour prendre un crédit immobilier, c'était mort. C'était mort de chez mort. Donc vu que je ne pouvais pas, c'est donc ça qui me mène à penser au plan B, qui est la location des appartements des gens et de faire mon business avec. Parce que tu vois, comme je dis, ce n'est qu'en avril 2025 que ma bonité se résout. Donc si j'avais attendu que ma bonité soit prête pour commencer, c'est que c'est maintenant que je commence. Donc je me suis dit, ok, c'est quoi l'alternative? Et pour moi, l'alternative, c'était de louer d'abord pour des appartements comme ça là, et de commencer. Ok. Donc du coup, là, on est sur des locations courte durée, mais avec des appartements. En fait, on appelle ça la sous-location. La sous-location, oui. La sous-location, ok. Et en dehors des périodes de Coupe d'Europe et tout, je pense que ça arrive une seule fois tous les... Oui, disons que c'était ma coupe. Voilà. En dehors de cette période-là, si tu te fais 40 000 en chiffre d'affaires, disons en 5 semaines de Coupe d'Europe, quand ce n'est pas la Coupe d'Europe, tu te fais quel montant sur la même période? Sur la même période, en principe, le minimum que jusqu'ici, j'ai fait, c'était toujours 500 euros. 500 euros après... Par appartement? Non, après avoir payé tout loyer, lumière, ok, tu es sur un cash flow de 500 euros, oui, de 500 euros pour les 6 appartements? Non, pour un seul mais c'est ça qui... oui, non, pour un seul appartement. Mais sinon, ça tourne dans les 1000 euros, 1200... Tu as minimum 3 000 euros alors? Plus, en fonction des appartements, oui. Ah, ok. Oui, mais je veux dire, si on minimum sur les 6 appartements, tu as un minimum 3 000 euros? Oui. Ok, il y a de quoi quitter son salaire quand même. Pour moi, en fait, si j'ai toujours dit, même si on me dit là maintenant, ok, viens travailler en tant travailler en temps plein et tu as 5 000 euros le mois, et on me dit, reste entrepreneur et tu as 2 000 euros le mois. Je vais choisir. On a déjà eu cette discussion. Je vais choisir 2 000 euros. Moi, j'étais même prêt à aller sur moins que ça. Voilà. Sur moins que ça. Donc, parce que les gens me demandent toujours, c'est une question que les travailleurs posent toujours. Ouais. Tu gagnes plus que ce que tu gagnes au travail. En fait, c'est comme si ils veulent se rassurer. Si je quitte mon travail, là, je vais gagner plus. Ouais. Ils disent, non, tu peux gagner moins. Mais sauf que le moins que tu gagnes là, j'ai le temps, j'ai la flexibilité. Ouais. Et tu es ouverte aux autres opportunités. Je suis en mouvement. Un entrepreneur est en mouvement. Toi, un travailleur, tu es assis. Ce qui fait qu'en étant en mouvement, là, il y a des portes qui s'ouvrent, des opportunités qui s'ouvrent qui me permettent justement de multiplier mes 2 000 euros que j'ai. Toi, pendant 5 ans, 8 ans, tu auras peut-être... C'est combien qu'on augmente en entreprise? 5%, 10%? Oui, 10% pour 10%. Les plus cotés, oui. Voilà. Donc, tu vas évoluer comme ça, là. Alors que moi, ça me permet... Chaque année, c'est quoi, 300 euros par mois? Bref, ok, je comprends. Donc du coup, ce n'est pas forcément que je gagne plus que ce que je touchais avant, mais c'est que j'ai la possibilité de pouvoir gagner plus au fil du temps. Ouais. C'est quoi ton secret pour réussir avec le Airbnb? Le Airbnb est compliqué. Je sais. Parce que les gens se disent que c'est le meublé, tu aménages... L'agent travaille pour toi. L'agent travaille pour toi. Pendant que j'aménageais le nouveau salon-ci, vu que c'était pas, on va parler de ça, c'était pas prévu, j'ai mis tous les meublés en location. Parce que le stress mental que Airbnb t'apporte... tu as mis tous les appartements en stand-by ou en location? En location, en sous-location. En sous-location, ok, oui, donc ce n'était plus du Airbnb. C'était plus du Airbnb. C'était plus du Airbnb. Parce que je ne pouvais, mentalement, j'étais à terre. Je ne pouvais plus gérer. Bien que le ménage, c'est plus moi qui faisais. Parce que j'avais maintenant des étudiantes qui venaient faire. Mais il fallait toujours m'occuper des clients. Il faut répondre à leurs exigences. Parfois, tu te retrouves à minuit en train d'attendre un client parce que d'une façon étrange, sa clé ne fonctionne pas, ou il n'a pas trouvé la clé, ou il y a toujours des histoires, en fait, il y a toujours des trucs. Ce qui fait que j'ai dit, bon, ok, Airbnb, pause. Et je me suis concentrée sur le salon. Donc, il faut dire que le secret pour réussir, chacun doit faire son expérience. Il n'y a pas de secret parce qu'on a affaire à des personnes.
mon client peut venir là. Il y a des clients qui sont très simples. Il peut venir trouver qu'il y avait une tâche là. D'autres vont te filmer ça, envoyer à Airbnb, que la maison à la poussière, c'est sale et tout. Airbnb te bloque ton compte pendant une semaine. Ou bien te met l'amende. Tu dois payer, le client est sorti, mais tu dois quand même payer parce que... Ouais. Donc, du coup, tu ne sais pas à qui tu auras affaire. C'est un peu comme le permis de conduire. Dès que tu prends le volant là, tu ne sais pas ce que tu vas rencontrer sur la route. Ouais, c'est vrai. Donc, quelqu'un va te dire le secret du permis de conduire. Tu vas dire que papa, Il n'y a pas de secret. tu n'as pas un LKVP sorti là, tu ne sais pas comment gérer. Donc, il n'y a pas de secret. Tu vas, tu fais seulement. Et tu apprends de tes erreurs. C'est vrai, ce que tu dis, ça me permet quand même de réaliser que, parce que comme tu sais, moi je fais du Airbnb au Cameroun, donc ça me permet quand même de réaliser que peu importe où on est, il y a des difficultés. Mais j'ai quand même envie de faire la comparaison entre les deux difficultés. Est-ce que tu es prête? Ouais. Au Cameroun, par exemple, quelqu'un va arriver et il va se plaindre qu'il fait chaud. Donc il va arriver, il va dire le séjour était OK, mais il faisait trop chaud. Sauf qu'il fait chaud au Cameroun. Oui. Mais pas, il fait pas. Je veux dire, même s'il y a la clim et tout, il peut vraiment faire chaud de telle sorte, tu connais, et que même la clim ne suffit sert pas forcément. Donc, est-ce que ça peut, ce genre de mentalité, tu peux avoir ça ici? Par exemple, quelqu'un arrive chez toi et te dit, il fait trop froid. Ici, là, ça dépend. S'il dit qu'il fait froid, bon, j'ai eu ça, hein, que peut-être le chauffage ne fonctionnait pas, tu ne sais pas pourquoi. On dit, c'est comme si souvent toutes les malchances de la terre arrivent quand tu fais ce genre de... Oui, mais si le chauffage ne fonctionne pas, c'est de ta faute. Mais sauf que le client qui est parti avant n'a pas ne s'est pas plaint. Okay. En fait, c'est souvent ça, il y a souvent un mystère là, et puis là, tu ne sais pas. Tu te dis, mais le client qui est sorti avant ne s'est pas plaint de l'Internet, ou bien du chauffage, ou de ci. Pourquoi celui-ci vient se plaindre? Peut-être sur lui, ça a commencé, il y a eu un problème. Tu vois, donc, du coup, tu fais comment? Si tu n'es pas à côté, si tu... Et surtout que moi, j'ai des trucs à Dortmund, à Gizeki, chez Naren, un peu partout. Donc, c'est pas forcément moi qui peux aller sur place. Et j'ai un enfant, je vis avec mon fils. Donc, à une certaine heure, je ne suis pas flexible. Je ne peux pas dire que je me lève comme ça, là, à 20 heures, je rouvre le petit, que viens, on part régler un problème. Je ne peux pas. Donc, il y a forcément des trucs qui arrivent presque pareil comme au Cameroun, là, où tu vas faire comment? Tu essaies seulement de causer avec le client ou bien trouver peut-être une récompense. Ou bien, mais je crois qu'au Cameroun, dans ce genre de circonstances, ils sont un peu plus compréhensifs que ceux d'ici. Tu penses? Moi, j'ai l'impression qu'au Cameroun, surtout parce que ici, en fait, la différence, c'est que tes invités sont des personnes qui vivent en Allemagne ou en Europe, ou alors c'est vraiment des étrangers qui viennent d'un pays où c'est pas très différent de leur pays. Mais dans mon cas, mes invités, c'est généralement des Camerounais venus de la diaspora et qui viennent déjà avec la haine contre le Cameroun, déjà comme plusieurs personnes dans la diaspora, donc qui viennent avec la colère que ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas et tout. Donc du coup, quand dans l'appartement aussi, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est vraiment comme... c'est un acharnement, ils vont s'acharner un peu comme si j'étais responsable du fait que le Cameroun, qu'il y ait des problèmes au Cameroun. Donc je vais avoir des gens, ils vont venir. Moi je suis à quoi? L'immeuble, c'est... Je ne sais pas si tu vois la salle de fête. On est les voisins de la salle de fête. Ah, les bruits, j'imagine. Oui, bon, non seulement il y a les bruits, mais il y a aussi le fait que nous sommes en pleine route. Nous sommes vraiment en pleine route. Et justement, tu as des personnes qui veulent des logements super accessibles, mais ne comprennent pas que si tu es super accessible, donc tu es directement en route, il y aura des bruits, il y aura quand même un certain... il y aura des bruits. Donc, du coup, lui, il arrive et... il se plaint qu'il n'y a pas la sécurité. L'immeuble a un gardien, tout est sûr, il y a des caméras de surveillance et tout, mais il dit la zone. Tu devais assurer toute la zone. Puis, il te dit, la zone, c'est pas ce qu'il faut, je ne me sens pas en sécurité. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne sais pas si tu vois un peu. Là, dans ton cas, il y a des exigences, ça dépend de toi, le chauffage et tout. Mais dans mon cas, quelqu'un, il loue, il arrive, il te dit, mais est-ce qu'il n'y a pas d'ascenseur? Combien d'immeubles ont des ascenseurs au Cameroun? Donc, quand tu loues un appartement, bien entendu que tu serais plutôt surprise de voir qu'il y a un ascenseur. Mais moi, chez moi, on s'attend à ce que je crée. Et puis, quelqu'un m'appelle, il me dit, est-ce qu'il n'y a pas d'ascenseur?
J'ai dit non, monsieur. Pourquoi vous n'avez pas mentionné? Donc, je dois mentionner qu'il n'y a pas d'ascenseur. Et moi, j'ai dit, j'ai pas mentionné qu'il y avait l'ascenseur. Et ça devient dans un jeu de mots, des bagarres de jeu de mots. Il me dit, qu'est-ce que je fais maintenant? Oui. Qu'est-ce que je dois faire? Venir rapidement créer un ascenseur. Ou venir l'aider à porter ses bagages en terre. Donc voilà, le Airbnb, justement, comme tu as dit, c'est vraiment, on ne sait jamais sur qui on va tomber. Il y a des invités qui viennent, ils me disent, il faut absolument que tu changes tes rideaux parce que c'est légèrement transparent et on peut voir de l'intérieur et tout. Et puis, tu changes les rideaux, un autre vient te dit, j'ai vu sur certaines photos, c'était les rideaux jaunes. Je veux les rideaux jaunes. Je lui dis, non, c'est un peu transparent. L'ancien visiteur avait dit, il dit, non, ça doit être un fou, l'ancien visiteur. Donc, même pas les rideaux jaunes. En fait, les clients sont divergents. Enfin, on a tout genre de clients. Et du coup, tu ne peux pas satisfaire tout le monde. Mais je pense même qu'au Cameroun, c'est plus difficile. Je crois que c'est plus difficile. Parce qu'il faut déjà faire un peu plus de publicité, même. Vu que les gens ne sont pas assez, prendre ça sur le net et tout. Quoique même quand ils veulent prendre sur le net, ils veulent toujours encore négocier les prix. Il faut encore renégocier les prix. Ce qui ici en Europe, on n'a pas. Parce que j'ai des amis qui font ça aussi, où ils ont bien mis l'annonce et tout. Mais dès qu'une personne réserve, vu qu'ils sont toujours des Camerounais, ils voient bien le prix, mais après, ils t'écrivent, bon, on fait comment? Il faut encore entrer dans une négociation de prix. Ce qui ici, on n'a pas. On n'est pas dans le bouche à oreille, on n'est pas dans... C'est en ligne, tu as pris, tu as réservé. Bon, bah ça, en fait, pour moi, je trouve que c'est plus simple en Europe qu'au Cameroun. Est-ce que tu as aussi ce cas où quand tu as des grosses réservations, que le client, ou du moins l'invité, se comporte comme si tu lui es redevable? Est-ce que tu connais? Parce qu'au Cameroun, vraiment, bon, là, c'est mon expérience. Je ne sais pas comment c'est avec les autres, hôtes. Voilà, donc chez moi, c'est quand j'ai une réservation, tu vois, et ils convertissent. Donc, dès on va lui couper 900 €, 1000 € dans son compte, il voit que c'est 655 000 qu'il me donne. Il voit que tu as gagné beaucoup d'argent. Tu vois, il voit 6 semaines, 7 semaines, 655 000, même si on fait n'importe comment, le gars, il est rentable. Et du coup, il se comporte un peu en mode, est-ce que, tu vois un peu, et certaines personnes, ils viennent, ils demandent, ok, je réserve sur plusieurs jours, je veux des réductions, tu vois. Oui. Non, ici, non, il n'y a pas ça. En tout cas, je n'ai pas ce problème. C'est justement par rapport au retour de ceux qui ont fait Airbnb au Cameroun, c'est justement ça qui m'a fait hésiter, tâtonner à dire je laisse. Parce que même quand je regarde en termes d'investissement, parce que quand je prends une maison, un appartement ici, ce que je dépense pour meubler, en fait, tout l'ensemble, et quand je veux comparer au Cameroun, il n'y a pas match. Je me dis pourquoi me donner autant de mal, pourquoi investir plus d'argent pour aménager peut-être un truc au Cameroun, alors qu'ici, là, j'ai moins de stress à tous les niveaux. En fait, je me dis, quand je fais la balance, je dis... Donc, tu prévois quand même faire du Airbnb dans les prochaines années au Cameroun? Oui, c'est le seul business sûr pour moi que je vois au Cameroun, l'immobilier. Est-ce que tu as quelque chose de nouveau que tu vas apporter à ce business, une révolution? Là, actuellement, je ne peux pas encore dire parce que je ne suis pas encore dessus. Je ne suis pas encore sur le projet en question. Mais je sais quand même que le meublé au Cameroun a beaucoup évolué. Évolue beaucoup même. Parce que pour venir se démarquer, il faut être prêt. Il faut être prêt. Donc peut-être le moment venu, je trouverai justement comment entrer dans le marché, avec qu'est-ce que j'apporterai de nouveau et tout. Mais pour le moment, c'est un projet qui est encore en stand-by. D'accord. Ok. On va maintenant parler du salon, grand salon de coiffure. C'est pas un salon, c'est un institut de beauté. Après, je vois, Jean-Jean, on coiffe. On coiffe des hommes, on coiffe des femmes. Bon, c'est mon niveau, c'est ça que je comprends. Donc pour moi, c'est un salon. Bon, ok. Institut de beauté, on va parler de ton institut. Comment ça commence? D'où te vient l'idée? Comme tu nous as déjà expliqué. Comme par rapport à mon fils. Et voilà comment j'ai commencé. J'ai cherché longtemps en ville. Je n'ai pas trouvé de place en ville. Donc après, j'ai trouvé un endroit un peu retiré de la ville. Et j'ai commencé là-bas. Donc quand j'arrive, c'était déjà un salon. Le propriétaire partait. Donc je viens, je loue l'endroit avec la dame qui travaillait. C'était une Allemande qui travaillait là. Donc disons, j'achète une entreprise avec l'employé. On commence ensemble. Donc normalement, pour ouvrir un salon de coiffure, il te faut un certificat. Donc, je la garde parce qu'elle a ce certificat-là. Donc, voilà comment on commence à travailler ensemble. Mais c'était difficile. C'était la main-d'œuvre, il n'y avait pas assez. La clientèle était
90% blanches. Disons que c'était plus ses clients qui étaient, en fait, c'était ses clients qui venaient toujours. Ouais. Mais il fallait maintenant trouver comment faire venir de nouveaux clients. C'était un challenge, amener de nouveaux clients. Et les coiffeurs ou les coiffeuses qui ne sont pas disponibles en temps plein, parce que s'il n'y a pas affluence, demander à un coiffeur de venir s'asseoir là du matin au soir, s'il ne fait rien, ça veut dire que c'est toi qui perds, par exemple. Ou si tu demandes qu'il travaille par sous commission, ça veut dire que tu le payes. En fait, c'est compliqué, tu vois. Parce que si ça va sur commission, ça veut dire que c'est quand il travaille que tu le payes. Mais s'il vient la journée et il travaille un client, ça veut dire pour lui, il a perdu. Parce qu'il est venu là, il est resté là toute la journée, peut-être il a coiffé un client, peut-être un homme à 15 €, et tu donnes peut-être 7,50 € ou 7 €. Donc, c'était difficile. Et pendant tout ce temps, j'ai commencé là-bas en septembre 2023. J'étais toujours en train de chercher comment faire pour améliorer les stratégies. Comment faire pour que ça marche? Parce que pendant tout ce temps de septembre 2023 jusqu'en septembre 2024, je prenais toujours l'argent de ma poche pour payer, que ce soit l'employé, les charges, si, ça, tout. Donc, il fallait toujours. Je n'étais pas seule dans le salon. J'ai investi avec un partenaire. On était deux. Ah, ok. Oui, on était deux. Au départ, quand je commence, j'en parle à une personne qui dit aussi être intéressée. Ah ouais, ok, on peut le faire ensemble. Donc, on était deux. Donc, c'est fait qu'il fallait toujours qu'on sorte l'argent des poches tous les mois. Donc, mon coiffeur que j'avais en ce moment, jusqu'à présent, toujours c'est lui. Il me dit un jour, il est passé en ville là, il a vu un local, c'est vide, qu'il faut même pas aller regarder. Vu que chaque fois il dit toujours que ouais, si on était en ville, ça allait être bien, ça allait être bien, ça allait être bien. Il dit que j'ai cherché en ville fatiguée, je n'ai pas trouvé, il faut les contacts, pour avoir la place en ville, il faut les contacts. Donc je vais donc voir, je passe la vue que c'est près d'un afro-shop où j'y vais constamment. Je vois le numéro de téléphone, j'appelle, je dis ah j'ai vu un local là et tout, je suis intéressée, le monsieur me donne rendez-vous. Je viens au rendez-vous, on discute, il me montre, présente l'endroit, je vois, waouh, c'est grand. Et il y a souvent ce truc-là, tu te dis, tout ce qui est beau, tu te dis, ah, on peut pas, ça c'est trop beau pour moi. Tu vois, souvent on a ce petit truc-là, souvent, que moi je sais que j'ai souvent ça, et j'essaie de le casser, de ne pas penser que les bonnes choses ne peuvent qu'arriver aux autres. Parce que souvent on se dit, ça là, waouh. Ça, c'est pas possible qu'on me donne ça. Tu vois, ce truc-là, c'est un combat, tu vois, de ne pas d'arrêter de penser. L'estime de soi aussi. Je ne sais même pas si c'est l'estime de soi. Tout. En fait, je crois que peut-être c'est lié à l'éducation, ou bien comment on a grandi, où je te dis, ah, waouh. Il faut pas avoir les longs yeux. Oui, tu vois, où tu te dis que, oh, waouh, l'endroit-ci, là, non, impossible. Donc, il faut te dire, c'est possible. Donc, pour moi, j'ai vu ça que, oh, j'étais avec un ami, lui, il était en mode que, waouh, waouh, waouh. Parce que c'était plus grand que ce qu'on imaginait. Donc, le monsieur, je cause avec lui. Normalement, là et tout, après, il me dit qu'il y a d'autres personnes aussi qui sont intéressées, des entreprises et tout et tout. Ça me casse encore le mental que mince. Et il me demande de lui envoyer une lettre, un mail, lui dire ce que je vais faire. Il va envoyer au bailleur. Je dis ok. Mais en sortant donc, il me dit, ah, le bailleur vit même ici en haut et tout. Attends, je l'appelle pour lui demander si elle est là. Comme ça, on peut me monter et vous présenter. Il appelle. Lui, le bailleur est là. Il me dit, oh, mon cœur commence à battre. Le bailleur est là, je n'étais pas prête. On monte dans son bureau. Elle vit là. Et il y a son bureau aussi en haut. J'entre, elle est avec son mari. Je m'assois. Il me dit, ok, c'est elle qui veut le local. Elle me demande de me présenter. Et du coup, je me présente et tout. Et après, elle me dit, vu qu'il y a un salon de coiffure, Afro Shop à côté, elle dit, ah, elle n'est pas trop d'accord avec la manière dont il fonctionne, c'est pas propre, ça sent, machin et tout et tout. Je lui dis non, je ne vais pas faire dans ça, machin. Je commence un peu à saboter mes frères africains. Que non, moi j'ai étudié, j'ai un master, je ne vais pas quand même faire des choses comme ça là, je ne vais pas venir ouvrir un truc et faire comme ils font là, ce qu'ils font c'est pas normal et tout et tout. Et elle me dit ok, elle veut donc venir voir là où je suis actuellement. Je vois là qu'elle tu veux venir voir comment, tu fais comment, quel est le rapport? On prend un rendez-vous, elle est venue avec son mari, je reste au salon, elle est venue avec son mari, ils ont regardé et tout. Après, elle m'a donc appelé pour me dire, ok, bon voilà, elle encourage, elle me voit, je suis jeune, je suis en train de me lancer dans l'entrepreneuriat, elle encourage les femmes dans l'entrepreneuriat à se lancer et tout. Vas-y, c'est bon, tu as le local. J'étais en mode, ok. En fait, tu vois, un truc tu veux, mais après j'étais, ok, bon, j'ai le truc maintenant, je fais... Il faut commencer. Et que je n'étais pas prête. C'était pas prévu. C'était vraiment pas dans mes plans. J'étais plus en train de penser stratégie, comment ça marche, pour que ça marche de l'autre côté.
J'en parle dans mon partenaire que voilà, j'ai le local et tout et tout. J'enchaîne les travaux. Vu qu'on est peut-être en août et je dois commencer à payer le loyer, je lui dis je peux commencer en septembre, en octobre. Première erreur déjà. Je ne me suis pas laissé assez de temps. J'aurais pu prendre même 3 mois. Même mon maçon m'a dit ça, celui qui a travaillé au salon. Il m'a dit que le temps était très court parce qu'il fallait tout reconstruire, tout casser. Et tout, je pense que tu étais aussi dans une phase où tu avais peur de faire un truc où il te reprend le local. Exactement, c'est ça en fait. Mais sauf que c'est toujours quand tu n'as pas encore l'expérience. Parce que tu vois, si tu as l'expérience, tu peux dire, ok, elle t'a dit oui, tu dis, ok, dans 3 mois, je vais prendre. Et elle m'a dit oui, elle peut dire oui. Mais comme tu es... tu as peur. Tu as peur. Tu te dis, même si demain, tu peux venir dire demain. En fait, quand tu demandes même octobre, tu te dis que même si c'est demain... Tu te dis que même si c'est demain, tu vas seulement prendre parce que tu as déjà le local. Donc, je commence avec les travaux directement comme ça là. Mon partenaire, je lui dis bon, que voilà, j'ai le local et tout. Mais moi, je m'engage déjà. Vu qu'il y avait une pression du temps. J'ai voulu faire tout venir de la Chine. J'ai contacté des Chinois là-bas avec qui je travaillais à l'époque quand j'étais dans le dropshipping. Ils m'ont fait un plan, dit parce qu'ils pouvaient t'envoyer tout. Vraiment, le genre, tu fais tout en dry day, te livrer tout. Le genre, tu prends seulement, tu déposes seulement comme ça, tu commences. Et le prix était très bon. C'était un très bon prix. Mais le temps de livraison, c'était de novembre, décembre. C'était chaud. Ouais, tu payes déjà 2 mois de loyer. 2 mois de loyer. Le loyer, c'est 3 300 € ici. Oh. Donc, oui. 2 mois de loyer, c'est pas la blague. Du coup, je me dis, ok, je vais tout prendre en Allemagne. Pas moyen de partir, même en Turquie, peu importe où, tout en Allemagne. Je commence les travaux, tout dedans seul. C'est moi qui suis le maçon, qui suis... En fait, j'étais en plein dans les travaux, toute seule. Sauf que maintenant, octobre arrive. Et en ce temps, mon partenaire, il n'est pas là. Il n'est pas là. Quand je dis je fais, c'est que je suis d'abord seule. Je me dis, on ensemble, un peu comme je peux te dire, Douglas, on se lance ensemble. Tu me dis, oui, je sais que tu es là. On a dit 50%. Je m'engage. Je sais que... Je vais suivre. Tu vas suivre après, non, ton argent va venir. Sauf qu'après, le partenaire me lâche. Et bon, les raisons, je ne veux pas entrer parce que c'est un peu trop privé. Le partenaire me lâche, donc il ne me suit plus. Et ce n'était pas prévu. Je me retrouve un peu en mode, waouh, ok. Je fais comment? Parce que l'argent que j'avais gagné pendant la Coupe d'Europe, c'était l'argent qui était destiné. Comme je dis, je voulais ouvrir un restaurant. Ouais. Donc j'avais un restaurant en vue pour 2024. C'est ça, dans mon plan de 2024. Donc c'était pas pour le salon de coiffure. Donc du coup, presque tout l'argent là, tout, je me retrouve en train d'investir dans le salon de coiffure. Qui n'était pas prévu, ça n'a même pas suffi. Ouais. C'est normal que ça ne suffise pas parce que c'était pour 2 en fait. Ouais. Tu imagines de 50% à 100% finalement. Ouais. Donc je me retrouve, donc quand je dis que j'ai mis tous mes Airbnb en stand-by, c'est parce que émotionnellement, psychologiquement, j'étais au plus bas niveau. Donc on te voit faire des statuts, tu es là, tu filmes, tu ris et tout, mais quand tu te couches tout le temps là, tu dis mince, je vais faire comment? Voilà, octobre qui arrive, bam, j'écris au bailleur, mon maçon me dit, écris au bailleur, dis-lui, demande-lui si elle peut te prolonger encore 1 mois. Je lui écris. Elle me dit non, qu'elle aussi elle a des obligations. Je dis ok, je vais faire comment? Entre-temps, tu dois payer le loyer en octobre là, payer les employés. Et tout. On a ouvert le 15 octobre, oui, mi-octobre on a ouvert. Donc pour dire déjà, ce qui est les revenus qu'on a gagnés déjà, c'est seulement pour 2 semaines. Donc à la fin du mois, il fallait trouver l'argent. Comment payer? C'est des charges au moins de plus de 10 000 €. Parce que l'employé principal qui a le certificat qu'il faut pour ouvrir un salon, elle me coûte 3 000 €. Le loyer, on est dans 3 300 €. Il faut payer ci, payer ça, il y a les charges par ça. Donc tu fais facilement 10 000 € comme ça là. Tu fais comment? Tu n'as plus l'argent parce que l'erreur aussi quand même, bon, erreur aujourd'hui que j'avais fait, c'était de mettre les Airbnb en stand-by. Parce que ça aurait pu m'aider, tu vois, à ce moment-là. Est-ce que tu t'en serais sorti avec toute cette charge mentale? Oui, c'est ça aussi. Physique, mais sauf que financièrement, ça m'aurait aidé, tu vois. Seulement que j'ai fermé une source de revenus. Parce que quand tu m'as en sous-location, tu ne peux pas gagner comme tu gagnerais en Airbnb, tu vois. Et tu m'avais pris. Vraiment personne pour t'aider. Je veux dire, à ce moment-là, tes amis, que disent tes amis à ce moment? Est-ce qu'il n'y a pas ton petit frère, par exemple, pour prendre les choses en main, côté Airbnb, répondre? Ou alors il faut avoir une certaine expérience pour répondre aux invités? Oui, oui. Il y a des choses que ce n'est que toi qui peux faire. Ou
ou soit tu as formé déjà quelqu'un. Mais prendre comme ça sur la pression, dire que ok, maintenant Douglas, j'ai Airbnb là, c'est que tu auras encore le stress. Parce que non seulement Airbnb va t'appeler, toi-même tu seras encore là pour me dire je fais comment. Ça fait c'est double stress finalement, donc tant mieux laisser donc. Ce qui fait que je me retrouve à la fin du mois d'octobre en mode je fais comment. C'est là où maintenant j'appelle dans les contacts. Bon, vraiment, tu peux me prêter l'argent parce que je dois payer les gens à la fin du mois. Je dois payer ci, payer ça. Donc, octobre, je fais des prêts. Novembre, je fais des prêts. Décembre, je fais des prêts pour pouvoir payer toujours toutes les charges du salon. Donc, en décembre, mon employé principal qui a le certificat, elle a vu qu'ici, là, on est bien placé. Ouais, on est très bien placé. On a beaucoup de clientèle africaine et tout et tout. Ce qui fait que la clientèle que ma coiffeuse avait avant, qui était blanche, elle n'est plus ici. Donc maintenant, j'ai une autre clientèle. Donc je commence à ressentir maintenant qu'elle ne me sert à rien. Bon, c'est exagéré, mais disons que c'est ça. Elle ne me sert à rien. Et c'est elle qui touche le plus. Parce qu'elle a un certificat. Je me dis, mince, si la femme s'y part, ça va me faire économiser de l'argent. Parce qu'elle me coûte 3 000 euros. Et je ne peux pas la licencier en tant qu'employeur, parce que sinon, c'est moi qui vais payer les amendes. Peut-être me la payer même sur 3 mois, même si elle ne vient plus travailler et tout. Donc, il y a eu un échange au salon et tout. Elle s'est chamaillée avec un autre employé et tout, en décembre. C'était l'occasion. Et j'étais à la maison. Elle m'envoie le message pour me dire... Elle ne peut plus. Déjà, elle se plaignait beaucoup. Elle se plaignait qu'elle n'a pas le travail. Elle ne travaille pas beaucoup, que tout le monde travaille sauf elle et tout. Et tout. Tu vois, elle te mettait une pression. Elle mettait une pression où je me dis, mais à la fin du mois, tu as ton argent. C'est quoi le stress que tu me viens ajouter dans ma vie alors que je te paie à la fin du mois? Dans le vendredi, là, elle m'envoie un message pour me dire, voilà, c'est bon, elle démissionne. C'était le plus beau jour de ma vie. Je me suis couchée comme ça. J'ai pris un verre de vin. J'ai mis mon film et Netflix, je me suis accouchée. Pourtant, tu lui as dit que c'est une grande perte et tout, les mots que les patrons disent. Non, je n'ai rien dit. Ah, ok. Parce que j'y pensais, donc c'était comme si le fait d'y penser, ça s'est manifesté finalement. J'y pensais déjà, mais je savais que je ne pouvais pas la licencier, surtout que je l'ai beaucoup motivée à venir ici. Elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas parce qu'elle travaillait, sa maison était à côté. Elle avait déjà ses clients là-bas et tout. Et la personne qui a pris le local ouvrait aussi le salon. Donc, il voulait aussi la garder. Donc, je l'ai amenée à venir ici. Là. Donc, je ne pouvais pas être celle qui la lâche. Je vois. Tu vois, donc je ne pouvais pas. Déjà, même pas, déjà à cause de ma parole et aussi même aussi devant la loi, je ne pouvais pas facilement le faire. Donc, quand elle me le dit, je suis en mode merci Seigneur. Que la femme s'y est partie. J'étais contente, ça me faisait 3 000 euros en moins de charge. Et que c'est pas comme si elle travaillait 1 000 euros, 2 000 euros, parce qu'elle ne travaillait pas déjà ça. Donc, ce qui fait que quand elle est partie, moi maintenant j'ai pris la relève, j'ai tout fait. Donc le même jour, c'était un vendredi, le même jour qu'elle a fait, j'ai appelé tous les services qui s'en occupent pour déjà dire qu'elle n'est plus là, elle n'est plus là. Parce que j'avais peur qu'elle se réveille le lendemain ou lundi, elle me dise que non, elle a changé d'avis. Donc j'avais peur, donc j'ai tout fait. Jusqu'à lui demander écris ta lettre, tu m'envoies, je signe. Écris que mon conseiller fiscal demande ça. Écris lundi matin, je l'ai appelé, elle écrit, j'ai signé, le même à l'instant, j'ai envoyé comme pardon, prends du pas. Donc voilà comment moi maintenant ici je reste ici, je commence maintenant donc je reçois la lettre du Hansfeld Karma qui s'occupe de tout ce qui est Hansfeld à Dortmund. Il m'envoie la lettre que voilà, on a appris que ton employé est parti. Avec le certificat. Avec le certificat. Il faut que tu nous envoies quelqu'un d'autre. Je vais dire donc ok non, c'est moi-même qui vais faire. Donc moi-même je me présente que bon, moi-même je vais faire l'examen. Un examen qui coûte aussi 3 000 euros. Donc, je me suis dit, autant me payer 3 000 euros une fois que de payer payer 3 000 euros tous les mois. Donc là, je suis en train de faire l'examen. J'ai déjà fait l'examen pratique. Maintenant, il y a la théorie qui arrive demain, comme on parle là. Où moi, je vais faire pour avoir le certificat du salon et avoir ma paie. Je préfère ne pas me payer. Je dis que ok, je peux faire avec et je ne me paye pas. Mais que d'être obligé de payer un emploi. Parce que l'employé, tu n'as pas le choix de payer. Mais toi-même, tu peux te dire, bon, ça ne paye pas encore autant pour me payer 3 000 euros. Tu peux supporter. Mais un employé, tu es dans l'obligation de payer. Donc, voilà un peu. Ok. C'est très passionnant. Je ne sais pas si je vais dire c'est rassurant de savoir que finalement, tout s'est bien passé. Maintenant, il y a aussi le volet
comme dans sur le plan professionnel, il y a le fait que tu sois une femme. Et qu'il y ait des idées reçues. Je ne sais pas si je vais parler aussi du racisme. On a vu que dans ton salon, tu as, que ce soit des blancs, des noirs qui viennent dans ton salon, donc vraiment pas de différence. Maintenant, le fait que tu sois une femme, le fait que ça t'appartienne, le fait que ce soit toi qui sois là, je te vois sourire déjà. Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que ça te désavantage ou alors ça t'avantage quelque part? Bon, ça m'a avantagé parce que grâce au fait que je sois une femme et que je sois tombée sur un bailleur femme, ça m'a permis d'avoir ce local déjà. Mais malheureusement, la communauté africaine, dans la communauté africaine, on est quand même assez particulier. Il y a très peu de personnes qui déjà, pensent que c'est moi qui suis propriétaire de ce salon ou pensent que je sois seule dans le projet. On se dit... je pense que quand tu m'interviewais, toi-même tu as suivi un peu des... Ouais, on se dit, je suis mariée à un blanc, ou j'ai un homme blanc dans ma vie, parce que les 3 femmes africaines, ou 4, ici à Dortmund, qui ont un salon, sont tous avec des blancs, toutes avec des blancs. Et on se dit... donc ça ne peut pas être toi? Ça ne peut pas être moi, oui. Tout le monde, ça c'est des choses que j'entends, qu'il y a forcément un homme derrière, que ça ne... impossible que ça soit moi. Et mon coiffeur, comme c'est un homme, mon coiffeur principal, il y a beaucoup qui pensent que c'est lui. Souvent, on entre dans le demande qu'on veut le chef. Le monsieur qui est souvent les dit c'est moi, mais regarde comme ça que c'est toi. Donc, ça fait un peu mal quand même de savoir que parce que tu es femme, il y a des choses que tu ne peux pas faire. On se dit tu ne peux pas faire. Que si tu fais, c'est qu'il y a un homme derrière. Parce que ça aurait été toi qui avait cet institut de beauté si on n'aurait pas dit pareillement. Parce que tu es un homme, tu peux faire ça. Mais pourquoi on n'arrive pas à croire que cet institut-ci-là m'appartient? Parce que je suis une femme. Pourquoi? Parce que c'est peut-être aussi difficile pour une femme de l'avoir. Là, je joue l'avocat du diable. Peut-être c'est combien de femmes en Allemagne, je ne parle pas de Dortmund, combien de femmes en Allemagne sont déjà assez dynamiques comme tu l'es. Donc je vais peut-être jouer l'avocat du diable. Combien de femmes, peut-être parce que c'est plus difficile pour une femme d'avoir un salon de cette taille, de cette envergure. Donc moi, quand je regarde en Allemagne, je ne vois aucune femme qui soit aussi dynamique comme tu l'es. Tu as vu tout à l'heure, tellement tu bouges que je me pose la question à savoir, mais attends, est-ce que c'est encore normal de bouger autant? Et c'est une qualité. Donc c'est, je pense, tout à fait normal que si je ne te connais pas, j'entre dans un salon, c'est pas vers toi que je me tourne comme la chef. Tu vois? Donc quand j'entre dans une maison, je vois le lait, un biberon, c'est forcément pour l'enfant. Maintenant, il y a un cas exceptionnel que le papa n'est plus dedans et qu'il doit prendre le biberon et tout, mais ce n'est pas le cas de tous les jours. Donc, est-ce que ce n'est pas quelque part normal qu'on se dise que ce n'est pas à toi que ça appartient et que peut-être finalement, tu as un financeur derrière? Bon, dis même que c'est normal, ça me fait mal de dire ça. C'est normal, mais c'est dommage, tu vois, qu'au XXIe siècle, on pense encore ainsi. Peut-être parce que les femmes ne se bougent pas aussi assez. Oui, mais on sait qu'il y a des femmes. Il y a des femmes qui se bougent. Ça change. Je parle de l'Allemagne. Oui, de l'Allemagne, oui. Oui, parce que les gens qui vont penser aussi, est-ce qu'il y a des Allemands parmi qui vont penser que ça ne t'appartient pas? Jusqu'ici, non. Donc c'est vraiment la communauté noire africaine? Oui, oui. Ok. La communauté blanche, non. Quand ils entrent, ils sont surpris que waouh, ok, c'est beau, c'est propre. Ou, on voit rarement des instituts pareils qui appartiennent aux Noirs. Donc ils sont plus dans le côté de pour une Noire, tu as un peu changé la donne, tu vois. Mais pour les Africains, c'est que c'est gars, ça ne peut pas être celui qui est derrière, qui a forcément un gars qui est derrière. Et je dis toujours, quand une personne me dit toujours, ok, si je me mets là à mon job visio, si un homme qui sait qu'il a mis ses 5 francs dans cet institut-là, qui me tague, qui tague son nom dans la vidéo, s'il y a quelqu'un qui reconnaît avoir mis ses 5 francs dans cet institut, qui reconnaît en dehors de ça que j'ai fait le prêt d'argent. Si j'ai prêté que de gars, donc pendant 2000 € ce mois, c'est différent. Mais que quelqu'un dise que ok, dans ce salon-ci, il y a un homme, que l'homme qui est derrière, là, qui vient ici, là, dit que c'est moi. Là, je vais dire que moi-même, je mentais. Ça se voit que c'est assez important pour toi
De prouver ton mérite. Oui, c'est énervant, tu vois. C'est énervant de te... C'est pas comme si je me bats pour des gens, mais ça fait quand même un peu bizarre quand tu entends ce genre de choses. Parce que même la maman de la faux shop qui est à côté, je suis ici depuis octobre 2025, l'année passée, 2024. Il y a un mois de cela, les gens dans son info shop, elle me demande, je peux te poser une question un peu, elle était gênée. Je dis, je suis un peu surprise que oui, à quoi? Elle dit, le monsieur là, avec qui tu travailles, c'est ton mari. Je n'étais même pas d'abord prête. Je demande, mon mari comment? Elle dit, et elle était très sûre. Je dis, c'est pas mon mari, c'est mon employé. Elle est choquée, genre, ton employé. Je dis, il travaille pour moi. Elle dit, non, je dis, le monsieur qui est là, elle décrit mon coiffeur. Bon, j'insiste que, mais je connais de qui tu parles, c'est mon employé. Elle dit, ah, je croyais que c'était ton mari. Donc, dans cette tête, c'est que je suis en train de faire un truc avec mon mari. Et ce n'est que hier ou avant-hier, quand je causais avec une cliente ici, elle me dit, la maman là m'a contactée et elle m'a posé des questions, elle m'a dit, la petite fille là et tout, que je lui ai demandé, elle m'a dit que c'est pas son mari, donc elle fait ça seule et tout. La fille disait que oui, elle fait ça seule et tout. Elle disait non, ça ne peut pas être possible, si qu'il y a quelqu'un derrière et tout. Mais je suis en mode que pourquoi il y a... Qu'est-ce qu'il y a de si grand pour que vous croyez qu'il y a quelqu'un derrière? Je me suis demandé, est-ce qu'ils sont même prêts? Que, en fait, je commence... Et on est déjà dit que c'est pas pour moi. Ça veut dire, mais quand je vais acheter les bâtiments dans l'Allemagne, là, on va se demander que j'ai trempé mes mains quelque part. Parce que toi, tu vois où tu te trouves et tu vois comment les gens sont déjà en mode que, oh, elle ne peut pas faire ça seule. Alors que tu es, là où tu penses arriver et là où tu es, c'est le jour et la nuit. Mais les gens sont déjà en mode, tout tu demandes que, mais vous êtes, la mentalité est encore très basse. Parce que pour vous, réaliser un truc pareil, c'est comme si c'était un espoir. Pour moi, c'est... normal. Je dis encore, c'est dommage déjà. C'est dommage. Ouais. Mais il y a un mais. Oui, il y a un mais. Oui, il y a un mais, malheureusement. Ouais. Je joue l'avocat du diable. S'il y avait autant, s'il y avait des femmes, si on savait, par exemple, je dirais, au Cameroun, par exemple, au Cameroun, lorsqu'on dit on voit une maman qui fait de l'agriculture, par exemple, ça n'étonne personne. Parce qu'elles sont plusieurs à faire de l'agriculture. On ne va pas voir une femme, elle est en train de faire le champ. On dit, mais waouh, mais attendez, le Cameroun vit grâce à l'agriculture et voilà une femme qui fait l'agriculture. Tu vois, ça ne surprend personne parce que, voilà. Donc, en Allemagne, une fois de plus, il y a très peu de femmes déjà que la nouvelle tendance c'est là je vais choquer, mais je compte vraiment créer plus de contenu autour de cette thématique. La plupart des femmes aujourd'hui qui sont au Cameroun, qui veulent venir en Allemagne, veulent s'arrêter au flegme, au soin.